Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Cyril Congo, un artiste à part entière. Merci Cyril. Salut Clément, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, génial. Merci à toi en tout cas de m'accueillir dans ton atelier. Donc c'est très Bienvenue cool. chez nous et bienvenue à Narvaland. C'est le nom de l'atelier. Pourquoi l'avoir nommé comme ça? Bah, en fait, c'est des potes qui l'ont appelé comme ça. On est dans le cœur de Bagnolet. Tu sais, ici, on a un argot un peu particulier qui s'appelle le rabouin. Et on s'appelle tous entre nous Narvalo. Et donc, voilà, c'est donc de Narvalo. C'est le pays des Narvalos, donc on l'appelait Narvaland pour rendre hommage aux gens qui nous entourent. Ouais. Donc dans cette vidéo, on va parler de toi, de ton parcours, Ouais. de ta passion pour les montres et aussi de la collaboration que tu as faite avec Richard Mille. Ouais. Donc la première question qui me vient en tête, c'est comment était Cyril quand il était petit? Cyril, quand il était petit, il était très timide et il s'exprimait essentiellement qu'en dessin. Et voilà, donc j'ai toujours dessiné en fait. Quand je suis arrivé en France, comme je parlais pas très bien le français, je dessinais, je connaissais personne en plus, donc je suis arrivé à l'âge de 6 ans en France. Et voilà, j'ai toujours gratté du papier avec, tu sais, j'avais un Bic 4 couleurs comme ça, Ouais. que ma grand-mère m'achetait tout le temps. Et avec ce Bic 4 couleurs, je pouvais rester une après-midi comme ça, à le vider, à me raconter des histoires. Voilà, À dessiner. Et mais quel type de dessin tu faisais? Oh, c'était, tu sais, je créais des vaisseaux spatiaux avec des petites entités qui tournaient autour et qui rencontraient un autre, qui était ça c'était sur des feuilles comme ça, et puis je tirais à la règle des rayons, et puis à la fin ça faisait un champ de bataille. Moi je voyais un champ de bataille, et je me rappelais de toute l'histoire. Mais bon, toi, tu aurais vu le papier, tu aurais regardé un truc un peu, un délire de gamin, quoi, tu vois, ça aurait été plutôt abstrait. Ouais. Mais pour moi, toute cette abstraction partait d'un point A et se terminait à un point Z. Ouais. Voilà, donc c'était plein d'épisodes comme ça. Et quand j'avais fini cette histoire, je passais à une autre, je les gardais même pas, tu vois, ces trucs, c'est... Ouais, genre, mais tu les prenais et tu les jetais, quoi. Ouais, voilà, Ouais. ouais, c'était du passe-temps. Et surtout me raconter des histoires, quoi, tu vois, c'est un univers, en fait, je crée mon univers comme ça, quoi. Ouais. Mm. Mais dans ce cas-là, mais comment t'en es venu au graffiti? Bah, tout naturellement, moi, le graffiti, moi, ado, c'était le départ du mouvement hip-hop. Ouais. Et bon, donc c'est venu naturellement, quoi. Le rap est venu, le graffiti est arrivé, enfin en France c'était comme ça, quoi. Donc moi à l'époque j'habitais en Afrique, la première fois que j'ai vu des graffitis, et c'était des potes camerounais qui revenaient de New York, qui avaient de la famille là-bas, qui avaient passé l'été à New York chez leurs cousins et qui étaient revenus avec des ghetto blasters, des disques, tu vois, des délires de l'époque, et puis puis j'ai aimé cette énergie et ça m'a permis d'être quelqu'un en parallèle, tu vois, Ouais. et pas juste un élève de la classe 2. Et ouais, c'était ça, quoi. Puis moi, étant assez timide à l'époque, ça me permettait aussi de m'exprimer, quoi, tu vois, de m'extérioriser. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on a très vite pris de l'assurance. Enfin, j'ai vite fait un nom dans le game, et j'ai rencontré plein de gens grâce à ça. Mais je connaissais leur signature ou leur graphe plus que humainement, tu vois. Et la plupart de mes copains, j'ai rencontrés comme ça, quoi. En fait. D'accord. Et est-ce que toi, tu te souviens de ton premier graphe? Ouais, grave. Ouais. Ou tu l'as pris en photo et tout Non, Non. ouais, peut-être, mais Ouais. je l'ai pas. J'ai pas remis la main dessus, quoi. Donc, mais ouais, j'avais pris en photo, gamin, ouais. Ouais. Je commençais par des pochoirs, en fait. Je commençais par des pochoirs. C'est très des pochoirs de rock, tu vois. J'avais repris je revenais du Congo. J'avais j'étais très punk rock à l'époque.
Et j'avais repris des pochettes de disques, je sais plus qui c'était, Subdragon, The Smiths. C'est l'époque des Cure et tout ça, tu vois. J'en connais aucun, mais... Ouais. C'était les années 80, quoi. Et puis, je commençais à faire ça. Et puis ensuite, je commençais à signer. Et je trouvais que signer, c'était, tu vois, la bombe sans libre comme ça, tu vois, la freehand. C'était vraiment top. Fallait maîtriser quand même, grave. Ouais. Et puis voilà, puis j'ai trouvé 2-3 plans où je pouvais avoir des bombes de chrome et des bombes de couleur pour faire les contours. Et je me rappelle, le premier graphe que j'ai j'ai marqué Zen, Z-E-N, en chrome contour rouge. Ouais. Mais je suis content de ne pas avoir la photo parce que ça devait être trop pourri, tu vois. Mais bon, voilà quoi. Ouais. Puis après, avec des potes, on avait éclaté des lycées, des trucs. Bon, on était très sur notre génération. On voulait un peu éblouir notre génération à l'époque et on graffait autour des lycées, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'était ça. C'était mes premiers pas dans le graffiti. Après, je suis arrivé à Paname. Et là, voilà, je commençais à signer. Puis je rencontrais, quand je suis arrivé, j'habitais à Fédère-Chaligny, dans le 11e. Et là, je suis rentré dans un collectif qui existait déjà, qui s'appelait les MAC, Morocon. Et avec mon ami frère Juan, on a commencé vu qu'on avait à peu près le même niveau en technique de bombe, on a commencé à faire des graphes ensemble et ensuite Alex a intégré le groupe et on a commencé à faire des grands murs et voilà quoi. À l'époque je peignais avec Juan, Alex, Psychos nous avait beaucoup appris, c'était déjà une star à l'époque. Ragtime aussi, il maîtrisait pas mal. Donc tu vois, on avait toute une bande de copains qui étaient autour de l'Est parisien. Ouais. Et on a commencé à faire des graphes comme ça, ouais. Mais il y avait déjà des plus grands. Hein. Tu avais Bando, Motu, qui étaient là, Boxer, qui en mettaient plein. Tu avais Steph, Colt. Ouais. C'était mes héros à l'époque, tu vois. C'était des mecs que je voyais leurs graphes, je dis waouh, c'était dingue, quoi. Technique, du flow, des lettres incroyables. Donc c'était voilà, il y avait tous ces mecs-là qui avaient débuté quelques années avant nous et qui maîtrisaient grave et qui t'inspirait quoi. Qui m'inspiraient, qui me transportaient. Chaque fois que je voyais des graphes de ces gars-là, j'étais très touché, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est une passion en fait, hein. Tu commences et puis tu commences à vouloir maîtriser l'instrument parce qu'évidemment il n'y a pas d'école qui t'apprend, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de tuto, tu vois, qui va t'apprendre à utiliser une bombe de peinture. Et puis toute cette énergie surtout qui était complètement sauvage, où il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de lois, mais en même temps c'était très codé, donc il y avait quand même beaucoup de codes quand même, mais qui n'étaient pas les codes que la société nous donnait, quoi. Donc c'était exprime-toi, montre ton style, montre ton flow, montre ton art et développe, quoi, tu vois, c'était vraiment ça. Donc tu avais plus de différentes écoles, des gens qui faisaient des tags tous les 100 mètres. Ouais. Et qui montraient leur nom comme ça, comme des gens que j'admire qui faisaient ça, Colors en fait partie. Okay. Et puis tu avais d'autres personnes qui faisaient plutôt des grands murs, ce qu'on appelle les murales, tu vois, les gros murs à thème. On racontait toute une histoire de l'époque, etc. Et moi j'étais plus dans cette direction-là, quoi. Donc voilà, ça a été toute une évolution pour déjà acquérir une certaine technique, ensuite représenter Paris parce qu'on a commencé à être vite invité dans le monde entier et voilà, toute cette progression dans le graffiti, ça a duré quand même plus de 20 ans, presque 25 ans avant que je fasse ma première exposition solo. Ok.
c'était en 2011 chez Wallworks. Et voilà, donc c'était, tu vois, tout ce cheminement toute cette évolution, d'acquérir une technique, d'avoir d'avoir de la légitimité dans ce que tu fais, Ouais. d'être authentique, sincère dans ta démarche. Donc j'ai vu toute cette progression-là, c'était génial. Mais depuis que tu as commencé, enfin, mais j'imagine que le mouvement graffiti a quand même pas mal évolué, mais comment tu as vu cette évolution? Bah écoute, on a commencé, par exemple, serait-ce que par l'industrie, les bombes de peinture, quand j'ai commencé, il y avait par couleur 3 nuances. Pour le bleu, par exemple, tu avais le bleu clair, le bleu moyen, le bleu foncé, Ouais. terminé. Avec c'est un outillage qui était fait pour peindre des voitures. Donc c'était pas du tout du fine art, quoi. Donc on a commencé à développer là-dedans et on a commencé à rencontrer des usines en Allemagne avec qui on a créé des couleurs, où on a donné des conseils pour gérer la pression. Donc tu sais, la pression de la bombe pour pouvoir être plus précis dans les traits, etc. Ouais. On a pu créer les caps, ce qu'on appelle les caps, c'est les embouts des bombes qui te permettent de faire des traits plus ou moins gros, Ouais. plus ou moins précis. Donc tout ce travail d'outillage, déjà, on a été consulté pour créer un outillage spécialement pour le graffiti. graphe. Ouais. Il y a eu aussi toute l'époque où les villes et les réseaux ferroviaires ont développé tout ce qui pouvait être anti-graffiti, donc tout ce qui était tout ce qui pouvait effacer la peinture rapidement. Et voilà, donc pendant des années on a été décriés comme des vandales, et puis au fur et à mesure, on a par des festivals, des événements qu'on a pu produire, on a passé le graffiti des pages faits divers Un vrai art. aux pages culturelles. Ouais. Voilà. Page, Donc ça a été une longue démarche. Et donc voilà, le graffiti a évolué, mais en même temps, il y en a pour tout le monde, quoi. Des gens qui veulent faire du vandal et qui cherchent toujours l'adrénaline dans le graffiti peuvent toujours le vivre comme ça. D'autres qui veulent être plus reconnus en tant qu'artistes et de développer le graffiti dans une autre voie peuvent le faire aussi. Et puis en fait, le graffiti n'appartient à personne, quoi. Il appartient à celui qui le pratique. Ouais. Et voilà. Et ben, moi, pour ma part, j'ai voulu créer des ponts entre. Quand j'ai vraiment maîtrisé mon art, j'ai voulu créer des ponts entre des univers différents, de gens passionnés. Donc, je peux visiter l'univers de la soie, l'univers du cristal, les métiers du feu avec l'émail, le bronze, et puis l'aviation, et puis l'horlogerie. L'horlogerie, ouais. Voilà. Comment tu détermines un lieu où tu vas faire ton graphe? Enfin, mais est-ce qu'il y a des critères Ça dépend le temps que tu as, ça dépend ce que tu veux. Il y a des critères, oui et non. Le premier critère, c'est d'être que l'œuvre que tu vas réaliser soit le plus vue possible. Ouais. Après, selon le spot, tu as plus ou moins de temps pour réaliser une œuvre plus ou moins aboutie. Et donc, tu vas user de plein de stratagèmes pour pouvoir réaliser tes œuvres le plus rapidement et précisément. Le plus abouti possible, en fait. Donc, donc évidemment, la notion de temps est vachement importante. Quand tu vas peindre un métro ou un train, tu as beaucoup moins de temps que quand tu vas peindre un mur. Quoique, ça dépend du mur où il est placé. Ouais. Et puis, tu peux... t'as pas vraiment de bluff à avoir quand tu vas peindre un train, parce que des gens qui vont te voir peindre un train vont savoir tout de suite que c'est illégal.
Peindre un mur aujourd'hui, si tu es un peu smart, que tu t'habilles avec les vêtements des gens de la ville et que tu tapes une fausse autorisation et que tu as un peu de bagou, Là, ça passe. bah, tu peux te faire des très très beaux murs devant tout le monde et les gens vont venir t'applaudir, te servir des coups à boire. Ah ouais. Et pourtant, Ouais. t'es illégal, quoi, tu Ouais. vois. Une première patrouille de flics peut passer et regarder l'autorisation et ça peut passer à l'as. Et puis, voilà, nous, on a évolué comme ça. Toute Ouais. mon enfance, j'ai fait ça, en fait. Hein. Et aujourd'hui, bon, bah, t'es plutôt... Il Invité, n'y a, plus aucun, y a ouais. plus aucun souci quand tu peins un mur. Quoi. Les gens peignent des immeubles, sont Ouais. payés pour ça et c'est génial. Mais... mon époque, c'était plutôt ça, quoi. On était Ouais. plutôt dans des falsifications de papier, d'avoir du matériel gratuitement, d'avoir les lieux, des beaux spots avec le... Voilà, et gagner du temps. Et gagner du temps, ça voulait dire aussi user le stratagème, quoi. Ouais. Voilà. Mais t'as déjà eu des problèmes pour ça? Ah ouais, Ouais. ouais, un peu, ouais. Mais quel a été le lieu? J'ai dû faire tous les commissariats de Paris. Ah ouais, Ouais. tous. Ouais. Ok. Mais Garde bon, à vue et ça fait tout. partie. Ouais, garde ouais, à vue, oui. c'est la base. Bien sûr. Mais quel est le lieu où tu t'es dit, mais t'as apposé ton graphe et là tu t'es dit, là c'est stylé quoi. Enfin, Chaque fois. chaque fois, chaque lieu. Chaque fois, sauf quand tu peins sous l'effet de l'alcool en sortie de soirée, ou là, bon, d'accord, Ouais. là, tu poses des tags et tu te dis pas c'est stylé, tu t'en fous, t'es là pour rigoler. C'est l'instant présent, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais quand on faisait des grands murs et qu'on voulait et qu'on avait chaque fois des thèmes différents, c'était chaque fois stylé. Le moment que tu passais avec tes potes était stylé. Puis on était suivi par pas mal de photographes qui ont pu relayer je te parle d'une époque où il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Internet même, tu Ouais. vois. Donc tous ces graphes qu'on faisait étaient relayés dans des journaux spécialisés et qui faisaient le tour du monde. Donc c'était génial Ouais. parce que tu lâchais un truc comme ça dans une rue de Paris voilà, où il n'y a que les gens du quartier qui vont le voir, ou les passionnés qui vont traverser Paname pour venir voir le mur. Mais tu retrouves la photo de ce graphe-là dans un magazine new-yorkais. Ouais. Et Quelques semaines après. tu et vois, tout, et c'était ouf, quelques semaines ou même des années après, quoi, tu vois, et tu te dis, oh putain, c'est Stylé, génial, quoi. quoi, tu vois, moi, un petit gamin de Bagnolet, de Montreuil, tu vois, on est là, on fait nos trucs, on n'imagine pas l'impact On peut savoir quoi. que ça aura, exactement. Ça, c'était chouette, quoi. C'était chouette, parce que ça nous a permis de voyager, d'être invités un peu partout dans le monde, Ouais. et puis de créer un festival. Quand on a décidé de créer le festival Cosmopolite, Ouais. ça c'était début des années 2000, c'était super facile, on connaissait déjà toutes les gâchettes du monde, quoi, tu vois, donc c'était un coup de fil, ouais, ça t'intéresse de venir à Paris? Ah ouais, grave, ouais, viens. Vas-y go. Bah, on a des murs, on a de la peinture, on a des trucs, et tu vois ici, tous les faux Ouais. plafonds, c'est des gens du monde entier, quoi. J'ai des gens de New York, de Venezuela, Pérou, Munich, de partout, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, et c'est que chaque fois voilà, puis j'ai des potes qui sont partis aussi, qui sont là, hein, qui nous ont déjà tiré la révérence. Mais voilà, j'ai tous ces copains qui sont venus me voir avec des styles totalement différents. Chaque fois, m'ont laissé une trace comme ça. Et tu vois, cet atelier, je l'ai eu en 2002. Ouais. Le monde entier est passé ici. Narvaland, c'est un lieu mythique du graffiti parisien. Comment tu vas chercher toute cette inspiration? Enfin, où tu vas la chercher? Bah, les rencontres, justement. L'inspiration, elle vient des rencontres, des voyages, de la discussion avec les autres, de la curiosité que tu peux avoir aussi. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, quelqu'un qui est très ouvert sur le monde. Ouais. Donc, tout m'intéresse, en fait. Comment...
Tu vois, quand je commençais à rentrer dans le monde des cigares, moi je commençais à peindre une cave à cigares, et puis en payant la cave à cigares, je me dis tiens, mais putain, mais je vais mettre quoi dedans? Je vais pas mettre des cigares lambda, quoi. Putain, le truc mortel, ce serait que je fasse mes cigares. Et puis je me trouve invité à Tegucigalpa, tu vois, et je me retrouve dans la vallée de Danly, et je crée mon blend. Je rencontre des mecs qui font du cigare, et je crée mon mélange, et voilà, ça y est, j'ai fait mon cigare. Qu'est-ce que tu crées, tu vois, c'est complètement fou. Ouais. Mais c'est ultra fluide en plus. Ouais. Je force jamais pour que ça arrive, quoi. Et en fait, je pense que le graffiti m'a amené ça, quoi. Ouais. Le monde du graffiti, toutes ces rencontres que j'ai fait avec toutes ces personnes m'ont toujours amené cette espèce de fluidité dans la vie, et surtout avec une vision de créativité, ouais, qui est méga important, quoi. Tu vois, c'est avant tout la rencontre, mais vers la créativité. J'ai jamais Tu veux pas créer pour créer, quoi. Enfin. Non, je veux surtout pas être stérile. Je veux pas arriver et juste, ouais, super, tu vois, t'es là et tu fais rien, quoi. Ouais. Tu vois, t'es là et tu partages rien, ou ouais. Voilà, je déteste ça, quoi. Pour moi, c'est pour ça que je sais pas prendre de vacances, en fait. T'en as jamais pris? Rarement. J'ai toujours été en vacances. Ouais. Plutôt. J'ai toujours été en vacances. Pour moi, les vacances sont synonymes de création, quoi. Je sais pas c'est quoi travailler, en fait. Tu vois, j'ai toujours, ouais, bah oui. J'ai toujours été dans un échange créatif avec les autres. Et quand je suis en introspection, la plupart du temps dans mon atelier, et ben, je passe mon temps à avancer sur mes créations. À créer, et voilà. Et chaque moment doit être constructive et créatrice. Voilà. Donc c'est une façon de vivre, en fait. Hein. Je pense que je sais pas après. C'est en t'en parlant que je me rends compte du truc, quoi. Mais c'est vrai, je sais pas prendre de vacances. J'aime tellement. Mais ce que tu fais que du coup, ouais, que t'as pas cette charge du travail, quoi. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, certainement. C'est quoi travailler? Ouais, c'est compliqué à dire. Compliqué? Ouais. Travailler. Moi-même, tu vois, je ne saurais pas donner une définition de ce que c'est travailler. Voilà. Donc, c'est peut-être échanger son temps contre de l'argent. Je sais pas, mais c'est peut-être ça, travailler. Ouais. Échanger son temps contre de l'argent. Ouais, ça peut être. Ouais, mais c'est là où on revient au luxe ultime qu'est le temps. Ouais. Qu'est-ce que t'en fais? Comment tu le dépenses? Comment tu l'utilises? C'est là où c'est génial. Et c'est là où je me suis régalé quand j'ai commencé à flirter avec l'horlogerie. Ouais. Il y avait tellement de sens dans ce que je fais depuis toujours, tu vois. Et maintenant, on va parler de ta passion que tu as pour l'horlogerie. Mais comment t'es venu du coup à cette passion pour les montres? Alors en fait, j'ai jamais été vraiment passionné par l'horlogerie, et un jour dans l'atelier, j'étais prêt à partir, enfin j'étais en train de préparer une expo pour Singapour. Non, c'est pas passé comme ça. C'est pas passé comme ça. En fait, dans l'atelier, mon pote Colors était toujours en train de montrer des montres. Mais depuis longtemps, il montre des montres. Oh, regarde ça, regarde ça. J'étais pas vraiment sensible, tu vois. J'étais pas vraiment sensible. Je me rappelle un jour, on est juste au bar, juste là dans mon atelier. Enfin là, juste derrière l'aquarium, on est en train de discuter. Et puis là, il me montre une Rolex qu'il a, tu vois, une GMT, machin, tu vois, celle-là, machin. C'est une Mariner, je dis, ah ouais, mignonne, elle est mignonne. Il me fait, celle-là et tout. Alors j'apporte comme ça, je fais, ah ouais, cool et tout, ah ouais, c'est pas mal et tout, machin. Et puis il me dit, tu sais, à Singapour, c'est des gros collectionneurs de montres. Et en fait, voilà, je partais
Je partais à Singapour la semaine d'après pour une expo. Ouais. Et il me dit, là-bas, si tu trouves des montres et tout, Ramène-en. ramène, enfin, essaie d'en ramener au moins une, quoi, tu vois, machin. Je dis ok. Puis je fais l'expo, c'était ma première expo, ça devait être en 2011 ou 2012, tu vois. Et il se trouve que le mec chez qui je fais l'expo est spécialiste de montres. Ok, en plus. Donc moi, tu vois, quand il me dit ça, je fais ah ouais, tout, ça. Et tu vois, c'était marrant parce que ça avait une semaine auparavant, j'ai mon pote qui est passionné de montres qui m'en parle. Et puis là, j'arrive et je rencontre ce mec, Dominique, il s'appelle. Et le Dominique, il est spécialiste de montres, il écrit sur les montres et tout. Et je lui dis ouais, mais peut-être qu'on pourrait, si tu veux, je t'échange un tableau contre une montre, quoi. Enfin, une œuvre, quoi. Elle me fait, ah ouais, ça t'intéresserait et tout, ouais, je peux t'avoir ça et tout, machin. Et effectivement, vu qu'elle avait plein de collectionneurs de montres et qui achetaient aussi en même temps des œuvres d'art, Ouais. donc il a commencé à me faire des propositions. Et j'ai commencé comme ça, en fait, à échanger Des des tableaux contre des montres, quoi. Et la première, c'était une Rolex, une Fredshone, là. 16-11, je crois, je sais plus. Ouais. Magnifique, de 72, un truc comme ça. J'ai toujours kiffé les vintage, quoi. Et puis voilà, après ça, après et puis après, voilà, je commence à avoir plusieurs montres, je commence à en acheter, et puis mais j'aime vraiment les vintage, quoi. J'ai pris une Girard Perregaux, là, une Proto, C'est sympa. double rattrapante et tout, machin, superbe. Faite pour Ferrari, double zéro et tout, j'avais adoré. Tu vois, et c'est génial parce qu'à Saint-Gap, j'avais plein, comme je rencontrais des gens vraiment passionnés de montres, qui avaient des grosses collections de montres, il achetait des belles pièces, tu vois. Mais voilà, donc petit à petit, j'ai pas une grosse collection, mais bon, je me fais plaisir. T'as quelques pièces, quoi. J'ai quelques pièces, ouais. Quelques pièces, ouais. Mais j'ai pas une grosse collection. Je me fais quelques kiffs de temps en temps quand j'ai l'occasion. T'as bien raison. T'as quand même collaboré avec Richard Mille. Ouais. Mais comment t'as rencontré Richard? J'ai rencontré Richard lors d'un lors d'un dîner. Je connaissais pas Richard Mille. Ok. Je connaissais ni la marque, ni le monsieur, ni rien. Je m'intéressais aux montres pourtant. Ouais. Mais pas assez pour être aussi pointu. Je te parle, c'était C'est tellement niché. C'était en 2014. Ouais. Tu vois, c'est 2014, 2014, ouais. Début 2014, un truc comme ça. Et je suis un dîner avec des ingénieurs. J'ai un pote qui m'invite là, qui invite à dîner parce que je passais par hasard à Toulouse. Et donc je me retrouve là à table avec des ingénieurs. Et en face de moi, je vois un monsieur. Je me regarde, il me fait, mais toi tu fais quoi, toi? Moi je fais des graffitis, putain. C'est quoi des graffitis? Tu écris comme ça sur les murs? Je fais ouais, un peu, mais bon, regarde et tout. Là je commence à montrer des trucs, elle fait ah ouais, super, mais si tu veux découvrir plus mon univers, dans 15 jours, j'ai une expo à Avenue Matignon, dans ma galerie à l'époque, je bossais avec la galerie Matignon. Et il est venu à la galerie pour le vernissage. Ouais. Et voilà. Et vous ça a êtes commencé bien comme entendu, ça a commencé comme ça, et puis quelques semaines après, il m'appelle, il me dit t'es vers la galerie et tout. Je lui dis ouais, j'arrive et tout. Donc on s'est rencontrés, on s'est revus à la galerie, et là il me dit ça t'intéresse de faire une montre avec moi? Bien évidemment, entre temps, je savais qui était Richard Mille, parce que déjà j'ai rencontré le monsieur avec qui la vibe était géniale. Ouais. Et puis après, quand j'ai regardé un peu plus ce qu'il faisait, je me suis rendu compte du visionnaire que c'était dans son monde, en tout cas du révolutionnaire, je dirais même. Et voilà, donc quand il m'a proposé de faire la montre, je lui ai dit écoute, moi je veux bien faire une montre, mais je veux faire un truc qui ne s'est jamais fait avant. Si c'est pour prendre un bracelet ou un cadran, tu vois. Il me dit mais attends, moi c'est pas du tout mon. Moi je fais des trucs qui n'ont jamais été faits.
J'ai parfait. Écoute, j'ai dit, mais qu'est-ce qui a jamais été fait? Il me dit, je sais pas si c'est capable de le faire, c'est de peindre un mouvement tourbillon. Ah ouais, quand même. Et moi, j'ai répondu un peu en défi, je fais ton mouvement tourbillon, je le fais sur une jambe. Il me dit, ah ouais, c'est bon. On s'est tapé dans la main, et me voilà parti dans une galère sans nom, enfin une galère sans nom, des bonnes sueurs froides, Ouais. en Suisse, au Breleux, à la Chaux-de-Fonds, etc. Et là, j'ai rencontré les horlogers, mais les mains horlogères, quoi. Ouais. Des gens qui ont vraiment la passion et tous ces corps de métier tellement différents pour le même objet. C'était dingue. Ouais, j'ai passé 2 ans là-bas, c'était vraiment génial, quoi. Vraiment génial à développer. Et les 30 pièces? Déjà, tu as trouvé le moyen de peindre sur ce mouvement tourbillon pour que le mouvement fonctionne toujours et trouver les bons, voilà, le bon angle et comment travailler dessus. Et ça s'est pas fait comme ça, un claquement de doigts, quoi. Il a fallu créer des outils, il a fallu. C'était ouf. Ils m'ont ouvert, ils ont fait une salle spécialement pour moi dans une usine là où ils font tous les mouvements de complication. Ouais. Et c'était dingue. C'était vraiment une très très belle expérience. Je me suis vraiment bien amusé, bien régalé. Et puis une très belle. Et puis j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré des gens passionnés vraiment, qui ont voué leur vie. Comme moi, je peux vouer ma vie à ma peinture et à mon art. Ouais. Eux on fait la même chose pour leur art, quoi. J'ai beaucoup appris. Mais comment tu as pu réussir à peindre des choses aussi minuscules Bah, c'était pas évident, hein. C'est pour ça que j'ai mis 2 ans quand même. Sinon je l'aurais fait en 2 mois. Mais ouais, c'était vraiment pas évident, quoi. Même un truc con, ma signature. Ma signature en infiniment petit. C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Donc tu as dû utiliser un feutre spécial ou quelque chose comme ça? Ouais, une feutre à peinture, mais régler le débit au plus bas, mais sans être du goutte à goutte. Enfin, c'était vraiment pas évident. Et puis chaque pièce c'est du saphir, du titane. Donc l'erreur coûte cher quand même. Ouais. Tu vois, donc faut créer ton monde, faut créer ta bulle. Et voilà, moi j'ai une technique, je fais le con, je lâche et poum, d'un coup, bim. Je reste dedans, je coupe le souffle, j'entends plus un bruit. En général, ça passe. Ouais. Des fois, ça passe pas non plus. Mais bon, c'était vraiment génial. C'était bien, c'était ouais. C'était épuisant, c'était un vrai investissement, tu vois, c'était top. Très top. Mais du coup, les 30 pièces qu'il y a eu, c'est toi et seul. Chaque pièce, montre a été faite par ma main. Ok. Pas montée, hein. Oui, non. Toutes les pièces ont été peintes par ma main et j'ai décidé de renlever de la peinture sur certains anglages. Tu vois, j'ai vraiment tout décidé, quoi. Ouais, c'est un. Ouais, donc c'est un pur produit Congo, quoi. Ouais, c'est comme un tableau et chaque montre est totalement différente. C'est la même série. C'est ça. C'est la même série, mais c'est unique. Chaque pièce est unique. Ouais, mais chaque pièce a un petit truc de différent que l'autre. Ah non, pas un petit truc. Complètement différente. Complètement différente. C'est la même forme, les mêmes aiguilles, le même fond, etc. Mais le même cadran, tout. Sauf que chaque pièce est peinte différemment. C'est un peu comme mes tableaux, tu vas prendre un format de 2 par 2 et puis je vais peindre dessus. Et si je prends une série, je dis voilà, ça c'est une série qui va être que sur ça. Et ben je vais la réaliser, mais chaque tableau sera différent. Chaque tableau est unique. D'ailleurs, j'ai vu que tu portais le prototype, ça, j'imagine. C'est la mienne, c'est à 0. C'est la 00. Putain, elle est super légère. Hein. RM68-01. Très très belle. Ouais, non, elle est magnifique.
C'est un peu comme le prolongement de ton art. Ouais, c'est comme, Ouais, comme un tableau c'est ça, pour hein. moi. Hein. Pour moi, c'est comme un tableau. J'aime être entouré de mes tableaux. Quoi. Par exemple, les cigares, je fume pas des cigares tous les Ouais. jours, mais j'en ai Mais tout le de temps. temps en temps. Tu vois, la montre, petit c'est cigare. pareil. Hmm. Ok. Et il y a d'autres collaborations de montres de prévues? Non, je ferai Non. pas. Tu sais, je ne visite jamais 2 fois le même univers. Ouais. C'est pour ça que j'essaie d'être, de faire le top de top dans chaque univers. Tu vois, comme j'ai pu faire un carré pour Hermès, qui est le foulard iconique de la marque. mode. Mm. Tu vois, là, je viens de faire un Airbus, Ouais. la CJ220. Bon, je referai pas d'autres, tu vois, je pense pas que je referai d'autres avions comme ça. Voilà, tu vois, je visite un univers, un savoir-faire, et puis après je passe à autre chose, quoi. Mais je vais rarement, ça m'intéresse pas. Pourquoi faire? Pourquoi je referai une autre montre? Ouais. Moi, je viens pas du tout du monde du marketing, quoi. J'ai vraiment moi, c'est de la créa pure, et ce qui m'importe, c'est de faire évoluer mon parcours. Je vais pas m'inventer une vie d'horloger, je suis pas horloger, Ouais, bah non. tu vois. Donc j'aime les montres, mais pour moi, ça a plus une connotation, un symbole avec le temps. Mhm. C'est un symbole avec le luxe ultime qui est le temps. Et voilà, donc c'est. Mais bon, pour moi, l'expression majeure de ce luxe, c'est la peinture. Les montres, les foulards, tout ça, ça reste du marketing, ça reste des objets, en Mm. fait. Que les gens, évidemment, comment dire, interprètent comme mais c'est pas des œuvres d'art, Ouais, non. tu vois. La montre, l'ARM 6801, c'est une œuvre d'art. C'est considéré comme de l'art. Ouais. Mais pas toutes les montres sont des œuvres d'art. Ouais, non. Bah, ça va Tu dépendre de leur technicité et tout. Donc là, moi, j'évolue je fais évoluer mon monde. Tu vois, donc refaire une autre montre, ça serait évoluer dans une vision mercantile des choses. Ouais. Bah, cette fois-ci, faire la montre de A à Z toi-même, peut-être. Pardon? Mais cette fois-ci, peut-être faire la montre de A à Z toi-même. Mais ça serait. Je suis pas horloger. Ouais, Ça bah n'aurait oui. pas de sens. C'est vrai. Mon univers, je le maîtrise à 100%. Je suis un maître dans mon univers, dans mon savoir-faire. Je suis un maître. Mais mon intérêt est de rencontrer un maître dans un autre univers. Mm. Et de pouvoir combiner nos deux vocabulaires pour sublimer son univers et le mien. Et moi, mon intérêt, c'est d'amener mon univers dans un endroit où il n'a jamais été amené. Pour le moment, ouais. Et le graffiti, c'est facile pour moi en vérité, parce que le graffiti, il a tellement été catalogué, on Ouais. l'a tellement mis dans des cases, on l'a tellement ghettoisé, et il y a tellement de comment dire, de supports classiques du graffiti, que dès que tu en changes, dès que tu vas faire un grand écart et aller vers des mondes qui semblent paradoxales, tout le monde s'extasie, quoi. Mais en réalité, Il n'y a rien de fou, quoi. c'est de la peinture, Ouais, bah ouais. tu vois. Mais dans la tête du kidam, on est tellement des gens bizarres qu'on n'a pas accès à ça, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je vois. ma démarche est de montrer que notre art, justement, est le vrai luxe. On fait ce qu'on veut, on va où on veut, et le monde d'Hermès venir dans les cités du 9-3, ils n'y arriveront pas, ils n'auront pas accès. Alors que moi, j'ai accès à aller dans le monde d'Hermès. Ouais, mais pas inversement, quoi. Donc finalement, qui est plus libre que l'autre? C'est vrai. Tu vois? Alors bon, je dis Hermès, mais Mais ça je peut ça être d'or. aussi
Mais c'est comme le monde horloger, comme tous les gens du luxe qui sont dans leur ghetto du 8e, finalement. Tu vois? C'est vrai. Donc ma vision, elle est d'amener mon art le plus loin possible. Et mon rêve serait de faire aujourd'hui, quoi, de faire une expo sur une station spatiale. Pourquoi pas? Ouais, genre faire une galerie dans l'espace. Une galerie dans l'espace où je fais mon expo. Ok. Tu vois? Ouais. Pourquoi pas? Je pense que je suis capable. Et voilà, c'est plus dans ce sens-là que j'ai envie d'aller, tu vois. Ouais. Alors refaire une montre, pour moi, ce serait perdre du temps. Ouais. J'ai fait la top de top. J'ai fait la crème. Ouais, bah oui. J'ai tapé la crème de la crème. Richard Mille. Tu vois, Richard, c'est compliqué vraiment un d'aller au-dessus, visionnaire. quoi. On a fait une belle rencontre. On s'est bien éclaté. Aujourd'hui, il fait son chemin, je fais le mien et on s'aime comme ça, quoi, tu vois. Mais je ne me vois pas refaire une montre, même si on me propose de faire la montre de A à Z. Tu Ouais. vois. Tu l'as fait. Ça m'a effleuré l'idée. Hein. Des fois, j'ai eu des trucs comme ça, des montées où je me dis, ah tiens, je me ferais bien un truc, tu vois. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Merci Cyril, en tout cas. Avec grand plaisir, Clément. Pour ton temps. Mais c'était très très cool. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Et Merci. je vous mets le lien de l'Instagram de Cyril dans la description. Et on se dit à la prochaine. Salut! Salut, bye bye.